Au large de la Virginie, le fond de l'océan a récemment été réaménagé de manière délibérée. D'immenses navires ont aspiré des millions de tonnes de sable, traçant des silhouettes comme si une cuillère à glace géante avait raclé le fond marin. Il ne s'agissait pas d'un accident géologique. C'était la première étape de l'un des projets d'ingénierie les plus audacieux et les plus vastes jamais menés aux États-Unis. Pour comprendre pourquoi des ingénieurs remodèlent littéralement le plancher océanique, il faut consulter la carte. Vous voici à Hampton Roads, en Virginie. Cette région est façonnée par l'eau. Deux grandes villes, Norfolk et Hampton, se font face de part et d'autre d'un port très fréquenté. Pendant des décennies, le principal lien entre elles fut le système de pont-tunnel de Hampton Roads, le HRBT, construit dans les années 1950. C'est en substance un pont qui ne s'enfonce sous l'eau qu'au niveau du chenal, afin de laisser passer cargos et navires de la marine. Ce dispositif est désormais saturé. Aux heures de pointe, près de 100 000 véhicules tentent d'emprunter ce passage unique en une seule journée, le poussant bien au-delà de ses capacités initiales. La route avait été conçue pour une autre époque, où les voitures étaient plus grandes, mais la circulation moins dense. Aujourd'hui, elle se transforme régulièrement en parking au beau milieu de la mer. Mais l'enjeu dépasse les dîners manqués et les retards professionnels. Il s'agit aussi d'une crise de sécurité nationale. Norfolk accueille la plus grande base navale au monde. C'est là que les États-Unis stationnent leurs coûteux porte-avions et leurs sous-marins nucléaires. Cette base dépend des axes routiers. En cas de crise, la marine doit se déplacer vite, et si la route est encombrée, elle reste prisonnière du trafic. Les enjeux deviennent alors considérables. De prime abord, la solution paraît évidente. Trop de voitures, il suffirait de bâtir un pont plus vaste. Mais Hampton Roads n'est pas un cours d'eau paisible. Ses porte-avions et ses cargos ont besoin d'un passage large et entièrement dégagé vers l'océan. Un pont devient alors un plafond trop bas. On ne peut pas l'élever sans bloquer la circulation pendant des années, ni la baisser sans enfermer la flotte. Les ingénieurs ont donc retenu la seule option possible: passer en dessous et réaliser une extension inédite. Le coût officiel de l'opération atteint 3,8 milliards de dollars. L'objectif est de créer 2 nouveaux tubes sous-marins juste à côté des anciens. Mais la logistique complique la tâche. Il n'y a pas assez de terrain pour commencer à creuser. La machine a besoin d'une plateforme de départ au sec pour lancer l'excavation, ainsi que d'une fosse de réception de l'autre côté. C'est pourquoi les ingénieurs ont décidé de fabriquer eux-mêmes ce terrain. Ils ont fait venir des navires de dragage qui fonctionnent comme des aspirateurs flottants. Ces bâtiments abaissent une tête d'aspiration jusqu'au fond pour avaler le sédiment, puis pompent ce mélange de boue et d'eau à travers des kilomètres de conduites flottantes. Le résultat était spectaculaire. Les tuyaux projettent le mélange en grands arcs qui évoquent un arc-en-ciel chaotique avant qu'il ne s'accumule en surface. Ce procédé a déplacé assez de matière pour agrandir les îles artificielles de 60 700 mètres carrés, créant un sol ferme là où s'étendait l'eau libre. Toutefois, il ne s'agissait pas d'un simple travail d'aspiration. Ce port est un centre naval depuis des siècles. Et le fond marin est un cimetière d'histoires perdues. Les équipes de dragage devaient se méfier des munitions non explosées dissimulées dans la vase, parfois vieilles de plusieurs siècles. Aspirer un tel objet dans un conduit à haute pression est une façon rapide de faire dérailler le calendrier. Une fois ce nouveau terrain assez stable pour supporter des hommes et des machines, l'équipe avait besoin d'un monstre mécanique capable de le dévorer. C'est pour cela qu'ils ont fait venir une énorme machine en forme de verre, baptisée Mary. Mary est bien plus qu'une simple foreuse géante. C'est une usine sur roues, longue de plus d'un terrain de football et pesant plus de 4 millions de kilogrammes, soit à peu près le poids de 9 avions gros porteurs entièrement chargés, empilés les uns sur les autres. À l'avant se trouve une tête de forage massive, large d'environ 14 mètres, couverte de dents d'acier qui tournent pour mordre le sol, tandis que le reste de la machine construit le tunnel derrière elle. La fabrication d'un engin de cette taille a coûté 70 millions de dollars et il a fallu l'expédier depuis l'Allemagne en pièces détachées pour qu'il puisse rejoindre le chantier. Mais l'aspect le plus remarquable de cette machine n'est pas l'acier, c'est la présence humaine en son cœur. Ses dents de coupe ne durent pas indéfiniment. Broyer du sable humide et du limon les use et, tôt ou tard, quelqu'un doit descendre pour les remplacer. On ne peut pas simplement ouvrir une trappe là-dessous. Vous êtes profondément sous le port, avec des tonnes d'eau et de boue qui exercent une pression de toutes parts. À la place, les équipes travaillent dans des sections étanches et pressurisées de la machine. Beaucoup d'outils sont accessibles depuis l'intérieur même du tunnelier, mais l'espace reste étroit, bruyant et impitoyable. Chaque geste doit être préparé. Les systèmes doivent rester strictement contrôlés. Le travail est lent, méthodique et étroitement surveillé,
car la moindre erreur y est tout aussi coûteuse que dangereuse. Creuser avec Mary relevait d'un périlleux numéro d'équilibriste. Le sol sous le port n'est pas une roche compacte, c'est un limon tendre et saturé d'eau qui se comporte comme du dentifrice. Il constituait un cauchemar permanent pour les opérateurs de la machine. Si Mary avançait trop vite, elle surcreusait, c'est-à-dire qu'elle aspirait trop de matériaux. Il se formait alors un vide souterrain qui pouvait remonter jusqu'à la surface. Sur la terre ferme, cela donne un nid de poule. En mer, cela engendre un gouffre capable d'engloutir l'eau au-dessus et d'inonder le tunnel. Mais si elle progressait trop lentement, le poids colossal de l'océan Atlantique pouvait écraser la face du tunnel vers l'intérieur. Pour éviter que l'océan ne l'emporte, Mary utilisait un bouclier à bout pressurisé afin de contenir le terrain, maintenant la tête du tunnel stable pendant que ses outils mordaient en avant. À mesure qu'elle avançait, des bras robotisés posèrent derrière elle des anneaux de béton, transformant en quelques secondes un trou boueux en tube rigide et étanche. La diriger était un autre casse-tête. Mary n'avait pas de pare-brise. Les pilotes conduisaient à l'aveugle dans l'obscurité. Ils devaient s'appuyer sur des lasers et des ordinateurs pour suivre une courbe très précise en profondeur et atteindre une cible minuscule à des kilomètres de là. S'ils s'écartèrent de la trajectoire de seulement quelques centimètres, le tunnel ne se connecterait pas et le projet serait un fiasco. Mary a été mise en service en 2023 et, malgré toutes les difficultés, elle a réalisé sa percée finale en septembre 2025, après 29 mois de travail. Cela ressemble à une ligne d'arrivée, mais ce n'est en réalité que la fin d'une phase. Le creusement du tunnel crée le volume vide, toutefois les équipes doivent encore en bâtir le système nerveux. Elles installent actuellement la chaussée, l'alimentation électrique et l'éclairage. Mais l'élément technique le plus crucial demeure invisible pour la plupart des conducteurs, la ventilation. Le plus grand danger dans un tunnel sous-marin n'est pas une fuite, mais un incendie. Si un véhicule prend feu en profondeur, la fumée n'a nulle part où s'échapper. Pour y remédier, les ingénieurs posent d'immenses ventilateurs à réaction qui évoquent des moteurs d'avion fixés au plafond. En situation d'urgence, ils montent à des vitesses comparables à celles d'un ouragan pour extraire la fumée et pousser de l'air frais, en maintenant les voies d'évacuation dégagées. Toute cette technologie est nécessaire pour qu'un tunnel sous-marin ressemble davantage à un trajet ordinaire qu'à une épreuve de survie. Mais la transformation ne se joue pas seulement sous l'eau. En surface, les équipes reconstruisent des kilomètres d'autoroute afin de relier les nouveaux tubes au reste du réseau. Quand le sable sera retombé et que le tunnel sera enfin inauguré, le paysage de Virginie paraîtra trompeusement inchangé. L'eau sera toujours là, les navires continueront de passer. Pourtant, sous la surface, la dynamique de la région aura été profondément modifiée. Pour l'usager quotidien, cela signifie sortir des embouteillages. Pour le Pentagone, c'est l'assurance que sa flotte atlantique ne sera jamais enfermée. Mais pour les ingénieurs, ce projet témoigne de quelque chose de plus vaste. Il prouve que l'on peut non seulement bâtir par-dessus les obstacles, mais aussi transformer la Terre pour l'adapter à nos besoins. Ils ont déplacé des îles, aspiré le fond marin et foré des kilomètres de boue instable afin de créer un passage là où la nature n'en avait pas prévu. C'est à la fois un affrontement géologique et un investissement colossal dans la sécurité nationale. Mais à Hampton Roads, là où l'océan rejoint l'asphalte, cela prouve que rien n'est jamais fixé sur la carte.